Mesdames, messieurs, bonjour. Bon début de cette nouvelle semaine. Bienvenue dans mon studio récemment réaménagé. Ça va bien aller. Mesdames, messieurs, cette semaine, plein de belles choses. Je vous invite à aller tout de suite voir mon menu. Et mon menu, c'est ceci. Voilà, séance numéro 7. On est déjà rendu là. Je vous le dis tout de suite, cette semaine, un débat très intéressant, je vais vous dire, enflammé. Il y a des chances que ça soit assez explosif, faites attention avec ça. Sur ce, sans plus tarder, il y a des bonnes nouvelles. Il était une fois la finale de la Coupe Stanley de 1919 et on enchaîne avec les Bobbies de Londres et le sujet du débat. Voilà, c'est parti. Ça, c'est les sujets dans le monde qu'on recherche sur Google. C'est intéressant, hein? La terre entière. Tout est là. Mesdames, messieurs, bonne nouvelle de la semaine, encore une fois, c'est tiré du journal de Montréal du 4 janvier et on est rendu, je vous ai choisi, la 47e bonne nouvelle des entreprises du Québec bien positionnées dans les énergies vertes. Mesdames, messieurs, plusieurs entreprises québécoises, dont Boralex et Innergex, sont bien positionnées pour tirer leur épingle du jeu dans le secteur des énergies vertes. C'est l'avenir, mes amis. Le producteur québécois d'énergie renouvelable Boralex mise sur le secteur solaire en forte expansion aux États-Unis pour garder sa croissance au cours des prochaines années. Actuellement, 1% de la production de Boralex est constituée de panneaux solaires photovoltaïques. Et ils vont grandement augmenter. Boralex dit avoir pour 630 MW de projets dans le secteur solaire. De son côté, chez Innergex, on dit avoir pour 1 milliard de projets dans leur plan. Aux États-Unis, il faut savoir que le secteur des énergies renouvelables, tout comme le solaire, l'éolien, ainsi que le stockage à partir des batteries, eh bien, ça sera appelé à connaître de fortes hausses dans les prochaines années, ouvrant d'excellentes opportunités historiques même pour le Québec et le Canada. C'était la bonne nouvelle numéro 47. Bientôt, on arrive au bout de la ligne. Voilà pour ça. Mesdames, messieurs, l'autre nouvelle que j'ai pour vous, eh bien, on va reculer un an en arrière. Au mois de mars ou avril dernier, il y a un journaliste de Radio-Canada qui a fait la nouvelle suivante. Quand la grippe espagnole a eu raison de la Coupe Stanley, journaliste de Radio-Canada, il s'appelle Robert Frozy. Très, très intéressant. Mesdames, messieurs, j'y vais. Ça vaut vraiment la peine d'être lu. Il était une fois, en 1919, la finale de la Coupe Stanley. Donc, c'est paru le 29 mars 2019. Retrouver la Coupe Stanley n'est pas une mission simple. Nous avons dû traverser un siècle d'histoire et surtout naviguer au cœur de l'une des plus terribles tragédies mondiales. La grippe espagnole, qu'on appelle espagnole, mais c'est la grippe de 1918. L'espagnol n'est pas venu de l'Espagne, c'est juste que l'Espagne, ils pouvaient en parler puisqu'on finissait la Première Guerre mondiale et eux, ils n'étaient pas dans le conflit. Alors, ils avaient le droit d'en parler, les médias n'étaient pas censurés. Eh bien, cette pandémie fera plus de 18 000 victimes au Québec. À l'époque, toutes les interprétations sur l'origine de cette pandémie sont imaginées. À Montréal, par exemple, certains pensent que c'est un bateau en provenance de l'Inde qui aurait amené cette maladie et fait plus de 3 000 morts dans la ville de Montréal. Voilà. Pour en savoir plus, nous donnons rendez-vous à Mme Magda Farini, qui est une chercheure en histoire de l'Université du Québec à Montréal. Donc, elle a longtemps fait de l'histoire de la grippe de 1918, la pandémie, son forté, sa thèse de recherche. Et donc, c'est au Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal, coin Saint-Urbain et des Pins, en ville, au pied du Mont-Royal, pas loin des Tam-Tams, en bas, que nous allons la rencontrer. Comme nous, elle découvre pour la première fois ce lieu un peu méconnu, le musée des Hospitalières, et découvre l'histoire des infirmières du Québec. Devant le comptoir où on préparait les médicaments, le professeur commence à nous parler des origines de l'épidémie. Elle dit « On a longtemps cru que c'était les soldats canadiens qui revenaient du front de la guerre, la Première Guerre mondiale, et qui avaient ramené la maladie avec eux. Aujourd'hui, on sait plutôt que la vague de 1918 a commencé en Angleterre et qu'ensuite elle aurait été transportée aux États-Unis par les soldats américains.
Et ce sont les soldats américains ainsi que les civils qui l'auraient répandu en Amérique du Nord ainsi qu'au Québec. Pour nous, au Québec, ça s'est produit dans le bout de Victoriaville, puis ça s'est déplacé vers Montréal quelques semaines plus tard. La promiscuité, le fait de vivre rapprochés les uns des autres, dans laquelle les gens vivaient, on était moins riches, et surtout les soldats, sera une des causes de l'arrivée de la maladie au Canada. Il y a des très belles images dans ce texte. Encore une fois, je vous ai mis tous les liens dans la description et je vais le mettre sur mon Google Classroom. Voilà. Remarquez les journaux, comment ils ressemblent beaucoup à ce qu'on peut voir et lire aujourd'hui sur Internet. Pas? Donc, nous continuons notre rencontre devant les vitrines qui renferment d'énormes seringues, des stéthoscopes rudimentaires et regardant les petits pots qui renferment toutes sortes de médicaments et de remèdes. La spécialiste Magda Farani rappelle: le plus grand problème, c'est que la médecine était impuissante car il n'y avait pas de médicaments. Le vaccin n'existait pas. Et en plus, on faisait face à une pénurie de médecins et d'infirmières qui étaient réquisitionnés sur le front de la guerre, n'est-ce pas? Voilà. Image suivante, on voit ça. Devant un portrait des infirmières de l'époque, la chercheure termine ses explications par la rapidité avec laquelle cette pandémie s'est répandue. On avait beaucoup d'institutions au Québec, des collèges, des orphelinats, des hôpitaux. Et donc, encore une fois, c'est le fait de vivre proche, la promiscuité qui a facilité la transmission. Finalement, c'est comme ce qui s'est passé dans le vestiaire du Canadien, lui demande le journaliste. Sûrement, répond-elle. Avant de nous rencontrer, Mme Farani nous avait bien prévenu qu'elle ne connaissait pas vraiment l'épisode concernant la Coupe Stanley de 1919. Mais nous tenions à ce qu'une spécialiste nous parle de l'ampleur de la tragédie. Notre enquête nous mène ensuite aux archives de Radio-Canada, où nous trouvons un document saisissant, le témoignage glaçant qui a fait prendre conscience de l'immense gravité de la situation de l'époque. Voilà. Annonce de médicaments qu'on voyait dans les journaux à l'époque. En 1918, le docteur Albert Cholette fait ses débuts en médecine, n'est-ce pas? Il décrit ce qu'il a vécu dans une émission de radio qui s'appelait La vie quotidienne et qui était diffusée en 1976. Et voici ce qu'il dit. C'était une maladie terrible et nous n'avions rien pour la combattre. On n'avait pas d'antibiotiques, on n'avait pas de médicaments, on avait juste l'aspirine et de l'huile de camphre. Il y avait même une pénurie de camphre, même si cette essence ne soignait pas vraiment la grippe espagnole. Hein. Ce qui compliquait notre travail, c'est que la maladie s'est transformée rapidement en une double pneumonie et les malades devenaient bleus. C'est pour ça qu'on l'avait surnommé la maladie bleue. À l'époque, je pouvais voir 50 malades dans une journée. J'ai visité des familles où il y avait 6 malades, dit-il dans son entrevue radiophonique. Je revenais le lendemain, 3 étaient déjà morts. Il y avait une voiture qui ramassait les cadavres et on les enterrait à la hâte, sans grande cérémonie. Voilà ce que déclarait Albert Cholette, le médecin de l'époque. Il doit être très vieux maintenant. Hein? Voilà, autre image. Aux Archives nationales maintenant. Nous nous dirigeons vers les Archives nationales pour en savoir plus sur ce qui est arrivé aux joueurs du Canadien de Montréal de cette fameuse Coupe Stanley 1919. Dans cet immense bâtiment du quartier Rosemont, la petite patrie, les Archives nationales, nous attend alors un bibliothécaire spécialiste, un des archivistes des lieux. Nous espérons alors retrouver les traces du précieux trophée. La coupe! La coupe! C'est avec une grande délicatesse que l'archiviste déplie chacun des journaux jaunis par le temps. Ils ont plus de 100 ans. Hein? Voici à quoi ça ressemble. Il y a une image là-dessus. Voilà. Ils ont plus de 100 ans. Cet archiviste va tourner chacune des pages avec parcimonie. Les premiers articles sur la finale de la Coupe Stanley de 1919 apparaissent enfin. Quelques entrefilés à peine. Il y a de la lutte, on parle de boxe, on parle de la crosse. Ce sont les sports de l'époque, n'est-ce pas? J'enchaîne. Le Canadien à la conquête de la Coupe. Évidemment, les gros titres sont réservés à la fin de la guerre et surtout l'épidémie de grippe espagnole. Au fil des pages, on découvre de nombreuses publicités vantant une crème miraculeuse, un médicament fantastique.
ne fonctionnait pas. Certains font même état d'une eau plus pure, guérissante, qui était extraordinaire. Entre deux publicités, on découvre malgré tout que dans la Ligue de l'Est, il y avait 3 équipes de hockey, Toronto, Ottawa et le Canadien de Montréal. La finale de l'association commence à Ottawa et se dirige ensuite à Montréal. C'était en février 1919. Le Canadien remporte en 5 matchs cette série 4-7. Et l'attaquant vedette du Canadien, Newsy Lalonde, marquera à lui seul 11 des points dans la série. Le Canadien se rend donc vers la finale de la Coupe Stanley. Elle se joue entre les vainqueurs de l'association de Pacifique, les Metropolitans de Seattle et le Canadien. Après 6 jours de voyage en train, les joueurs du Canadien sont partis en train là-bas, c'est là, on traverse le Canada. Les joueurs du tricolore arrivent enfin dans la ville américaine de Seattle. Le 19 mars 1919 commence le premier match, la finale de la Coupe Stanley. Sans doute très fatigués par le voyage, les joueurs montréalais s'affrontent contre les Metropolitans de Seattle et perdent 7-0. Très dur blanchissage. Au deuxième match, le Canadien rebondit et gagne 4-2 grâce à 4 buts de Newsy Lalonde. Mais Seattle, vainqueur de la Coupe en 1917, est tenace et remporte le troisième match 7-2. Dans le quatrième affrontement, les 2 gardiens, Georges Vezina, comme le trophée des gardiens, Georges Vezina, c'est son nom de lui, n'est-ce pas? Et Harry Hap Holmes rivalisent de talent devant le but et après 20 minutes de prolongation, la partie est toujours nulle. Devant les minces informations que nous recueillons dans les journaux, nous voulons en savoir plus et nous nous rendons au Centre Bell rencontrer l'archiviste du Canadien de Montréal, M. Carl Lavigne, un homme aussi volubile qu'élégant, comme le nœud du papillon de sa chemise. Voilà. Nous entrons avec lui dans le salon des anciens, le Saint des Saints, mesdames, messieurs, une sorte de temple de la renommée des joueurs du Canadien. Le gardien de la mémoire du bleu, blanc, rouge, la Sainte Flanelle, commente alors le récit des événements. Il faut rappeler que les joueurs à l'époque étaient de véritables guerriers, dit-il. On avait un alignement de 10 joueurs, pas plus, pas 20 comme aujourd'hui. Mais seulement 6 jouaient les 60 minutes. Les joueurs étaient souvent blessés, mais refusaient d'aller à l'infirmerie car ils voulaient sauter sur la glace. Il déclare « Les matchs de l'époque étaient d'une rare violence et tous les coups étaient permis. L'équipement, en ce temps-là, c'était tellement rudimentaire qu'il n'était pas rare qu'un joueur finisse le match en se faisant recoudre plusieurs parties du corps. » Carl Lavigne, archiviste du Canadien. Dans les salons des anciens, Lavigne s'arrête devant une galerie de portraits des grands joueurs de l'histoire du tricolore, comme s'il nous présentait de vieux amis. Il nous parle des grandes vedettes de 1918-1919. Il commence par le capitaine Édouard Cyril Newsy Lalonde, l'as-compteur de l'époque. Lalonde venait du milieu de l'imprimerie, n'est-ce pas? Il travaillait pour un journal de Cornwall, d'où son sobriquet, son surnom, Newsy, les news, les nouvelles. Faut dire que le contrat de Lalonde avec le Canadien était de 2000 $ par année, une somme incroyable à l'époque. Durant la série finale, il marquera 6 des 10 buts des siens. Newsy Lalonde, c'était la grande vedette de l'époque, dit-il. Et sans le savoir, il va contribuer aux grandes années du Canadien, car ensuite, on va l'échanger aux Chicks de Saskatoon, en retour d'une jeune recrue de 21 ans, Aurel Joliat. L'arrivée de Joliat, qu'on va jumeler avec le champion Howie Morans, va contribuer à la victoire de 3 autres Coupes Stanley. Puis, l'archiviste nous parle de l'étonnant Jack Laviolette. C'était une force de la nature imaginée en 1918. Il va avoir un grave accident de la voiture. Laviolette va devoir être amputé d'une partie de sa jambe. Eh bien, il reviendra au jeu avec une jambe de bois. Il ne faut pas oublier que Laviolette était avec le Canadien depuis le début, donc 1909, ça faisait 10 ans qu'il jouait avec eux autres. Il lâchait pas. Arrive soudainement la grippe espagnole de 1918. Avant le 5e match, le dur à cœur du Canadien, Joe Badhall, est transporté d'urgence à l'hôpital de Seattle, victime de la grippe espagnole. Badhall était ce joueur caractériel avec une fougue incroyable, voire une grande violence. Il faut dire que Joe Badhall jouait tous les matchs durant 60 minutes avec une telle intensité qu'on peut se demander si son système immunitaire n'a pas eu tout à fait raison de lui. Pendant que Badhall agonise à l'hôpital, son équipe décroche une victoire de 4-3 en prolongation. La série est donc égale 2-2.
Mais dans le vestiaire du Canadien, la maladie s'est installée. Il y a plusieurs joueurs qui ne sont plus en mesure de jouer. 5 seront d'ailleurs hospitalisés, si bien que le propriétaire de l'équipe, George Kennedy, demande la permission à l'équipe de Seattle d'utiliser des joueurs de Vancouver pour venir en renfort à l'équipe canadienne de Montréal. Les Métropolitains ont peur de ne pas remporter la Coupe et leurs dirigeants s'opposent à l'idée de faire venir de nouveaux joueurs frais de Vancouver. Finalement, les instances de la Ligue tranchent. Il n'y aura pas de Coupe Stanley. Le 30 mars 1919, la finale est tout simplement annulée à cause de la pandémie. Pour terminer, Hall va décéder après 6 jours d'agonie. Joe Bad Hall. Propriétaire du Canadien de l'époque, Kennedy, lui aussi mourra 2 ans plus tard, ne s'étant jamais remis des séquelles de la grippe espagnole. Sa mort va permettre à un trio d'hommes d'affaires de Montréal, comme Léo Dandurand, le premier homme à avoir immatriculé une voiture à Montréal, deviendra également propriétaire des Alouettes et les Royals, de racheter l'équipe pour la somme de 11 000 $. C'est la seule fois dans l'histoire de la finale de la Coupe Stanley qu'on va interrompre les matchs. Voilà. Mesdames, messieurs, qu'est-ce qui se trouve sur la Coupe Stanley? Vous savez qu'à chaque année, on grave le nom de tout le monde. Eh bien, mesdames, messieurs, je vous montre la Coupe Stanley. Voici la coupe. Elle mesure environ 4 pieds et demi. Chacune des équipes gagnantes, leur nom est gravé. Et dans les anciennes équipes, eh bien, on a gravé seulement le nom des équipes. Et vous voyez que 1918-1919, c'est écrit non décerné. Et c'est écrit en quelque part ici. Je vous ai mis une photo ici de cette coupe. 1919, Montréal Canadien, Seattle Metropolitans, Series not completed. Les séries non complétées. Seule et unique fois dans l'histoire que la coupe n'a pas été décernée durant des séries. Il y a exactement 101 ans cette année. Mesdames, messieurs, voilà pour ça. Sur ce, je vous amène avec le sujet du débat. Faut-il désarmer les policiers? Alors, texte suivant, ça a été proposé par le gouvernement du Québec d'ailleurs. Je dois dire que c'était très bien. Chaque année, j'en parle. C'est un texte de Jeanne Corriveau. Ça a été publié le 21 avril 2018. Faut-il désarmer les policiers? Eh bien, c'est parti. À Londres, la grande majorité des policiers ne portent pas d'armes à feu. Et malgré les attaques terroristes, cette tradition est maintenue. Serait-il pensable de désarmer les policiers au Québec? La question mérite un débat, estiment certains observateurs. Chaque année, des citoyens tombent sous les balles des policiers au Canada. Selon une récente étude de CBC Radio-Canada, plus de 460 citoyens sont morts lors d'interventions policières au Canada, depuis les années 2000. Au Québec, 14 personnes ont été atteintes gravement ou fatalement par des balles tirées par des policiers en 2015. Vous voyez que ce n'est pas très clair, cette statistique-là. Faites attention à ça. Alors qu'en 2016, ce sont 11 individus qui sont morts et 8 qui ont été blessés. Donc 11 morts sur la population totale de 8 millions, ensemble des corps de police. Comme en Grande-Bretagne, de nombreux policiers en Norvège et en Nouvelle-Zélande ne portent pas d'armes à feu sur eux. Même si ces pays font exception dans le monde, Dominique Péchard, membre du conseil d'administration de la Ligue des droits et libertés, croit qu'il faudrait commencer à y songer pour le Québec. Nous n'avons pas une position claire sur ce sujet pour l'instant, mais nous pensons qu'il y a lieu d'avoir un débat public sur la question. Les policiers en Angleterre qui patrouillent sans armes ne sont pas tous en danger. Il y a un taux de criminalité plus bas qu'au Canada, même si ce n'est pas très élevé au Canada, dit-il. Selon Péchard, l'idée n'est pas farfelue. Le rapport entre les policiers et les citoyens serait différent si, dans des secteurs comme Montréal-Nord, les policiers ne portaient pas d'armes, avance-t-il. Ça ne veut pas dire que la police ne devait posséder aucune arme. On comprend qu'il faut des escouades spécialisées pour faire face à la situation particulière. Il peut même y avoir la possibilité qu'il y ait des armes dans le coffre de la voiture de l'autopatrouille, n'est-ce pas?
Pour sa part, le candidat pour le Parti vert du Québec dans Trois-Rivières, Addis Simidja, croit que ce débat est beaucoup plus pertinent et plus urgent, dit-il, que celui du port du voile dans les forces policières. Le parti a d'ailleurs décidé d'intégrer dans son programme électoral, ce qu'il propose, l'idée de désarmer les policiers. Addis Simidja voit dans ce projet une façon d'encourager le principe de police de proximité et réduire ainsi le nombre de bavures policières. Selon lui, cette mesure serait de nature à pacifier les rapports entre les citoyens et les policiers. Quand un citoyen se fait interpeller, les policiers ont tendance à mettre leur arme en évidence, dit-il. Certaines personnes éprouvent de la crainte. Il y a un symbole dans cette arme à feu. L'idée n'est pas de désarmer les policiers du jour au lendemain, mais de faire, dit-il, graduellement, étape par étape, en faisant en sorte, par exemple, qu'un patrouilleur sur 2 porte une arme, suggère-t-il. L'inspecteur à la retraite, Guy Ryan, ne voit pas du tout la situation du même œil. En 28 ans de carrière comme policier, il dit n'avoir jamais utilisé son arme à feu. Dans le continuum d'utilisation des forces, dit-il, c'est le dernier moyen à être utilisé. Les coups de feu sont peu fréquents lors des interventions menées par les policiers. À titre d'exemple, en 2015, le service de police de la ville de Montréal, le SPVM, a dénombré un seul incident impliquant des coups de feu. L'événement s'est toutefois soldé par le décès d'un citoyen. En 2016, 3 incidents de la sorte impliquant des coups de feu ont été fatals pour 2 citoyens. Autrefois, dit-il, il y avait des coups de semonce qui étaient donnés par les policiers, on tirait en l'air, relate l'ancien policier Ryan. Mais cette ère est terminée. Lorsqu'on utilise une arme à feu aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des vies qui sont en danger. Pas juste celle du policier, mais celle des gens alentour. Servir et protéger, c'est ce que les policiers doivent faire. Se contenter de garder l'arme à feu dans la voiture n'est pas une solution, estime pour sa part Rémi Boivin, professeur de l'école de criminologie de l'Université de Montréal, réputé partout dans le monde. L'école de criminaux ici à Montréal, c'est top. Si l'arme à feu reste dans la voiture, ce qui risque d'arriver, c'est que pendant une situation où on aurait besoin, il y aurait d'autres moyens qui seraient utilisés. Ils ne seront pas nécessairement mieux. Il précise que des études ont démontré que des armes à feu avaient un effet dissuasif en situation de tension. Changement de culture. Le principal obstacle au retrait des armes à feu, ce sont les changements que ça nécessiterait, croit M. Boivin. Ce serait un changement complet de paradigme dans l'intervention policière du Québec. L'arme à feu est très implantée dès le début de la formation ici, explique-t-il. Si on retire les armes à feu, il faudra modifier la formation de fond en comble pour l'ensemble des policiers du Québec. On ne parle pas de policiers sur le terrain qui changent leur approche, mais l'ensemble de la formation qui devra être revue. Dominique Péchard convient qu'une telle proposition ne serait pas accueillie dans l'enthousiasme. C'est dans la mentalité nord-américaine d'avoir une police très armée. C'est sûr qu'il y aurait de la résistance. Juste le fait de vouloir acquérir plus d'armes intermédiaires, ça va dans le sens du surarmement, observe-t-il. Pas? Ces interventions policières se font surtout très souvent sur des gens avec un problème de santé mentale. Dans le cadre de son enquête, CBC Radio-Canada a passé au peigne fin les statistiques concernant les citoyens qui sont abattus par des policiers qui ont été abattus par des policiers depuis l'an 2000. Les données révèlent qu'au moment des interventions, 42% des personnes tombées sur les balles des policiers souffraient de problèmes de santé mentale. C'est plus que 2 sur 5. Et 45%, pratiquement la moitié, montraient des symptômes d'abus de drogue ou d'alcool. Presque la moitié. Ces données sont troublantes dans la mesure où elles démontrent que cette situation est fréquente. Mais est-ce que les policiers sont les bons intervenants dans ces situations-là? Pas nécessairement, mais ce sont eux qui arrivent sur les lieux et doivent gérer la situation, note le criminologue Rémi Boivin. Les policiers ne sont pas là pour poser des diagnostics. Si la personne est agressive ou violente, l'arme à feu est là pour stopper la menace. L'administration de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a engagé une réflexion sur les armes dites intermédiaires qui sont utilisées pour éviter le recours aux armes à feu, n'est-ce pas? L'arsenal comprend notamment des pistolets à impulsion électrique, le mieux connu sous le nom de taser, le poivre de Cayenne, les irritants chimiques, les bâtons télescopiques et les armes d'impact à projectiles, les caoutchoucs, j'imagine. Mais ces armes suscitent aussi la controverse, car elles ne sont pas sans danger. Lors d'une manifestation en 2012, une grenade assourdissante, n'est-ce pas, a blessé François Grenier, qui a perdu son œil. Ces armes ont infligé des blessures à d'autres citoyens au fil des ans. Le 10 avril dernier, la Commission de la sécurité publique du Québec à Montréal a d'ailleurs tenu une séance d'information sur les armes intermédiaires utilisées par les policiers montréalais.
De façon plus large, l'administration entend redéfinir le modèle de service policier qu'elle souhaite, un service axé plutôt sur la proximité avec les citoyens. C'est ce qu'indique la responsable de la sécurité publique au comité exécutif, Mme Nathalie Goulet, à Montréal. L'élu n'est cependant pas prêt à se prononcer sur la possibilité de désarmer les policiers patrouilleurs. On n'en a pas encore discuté entre nous, mais c'est une réflexion que je trouve intéressante, dit-elle. Pour l'instant, toutefois, l'administration de Montréal ne fixe pas d'échéance. Si la Ville devrait se pencher sur la question du port des armes à feu, ce ne sera pas avant l'an prochain, précise Mme Goulet. Et si on remonte dans l'histoire, qu'est-ce qu'il y avait comme arme à feu? Comment ça fonctionnait à Montréal? Eh bien, on sera surpris d'apprendre que les policiers n'ont pas toujours été armés à Montréal. Au moment où l'on fonde le corps de police en 1843, les gendarmes de Montréal ne comptent que sur un bâton, n'est-ce pas? Une arme populaire héritée du monde paysan. C'est l'ancêtre de la matraque, qu'au Québec, on appellera longtemps la garcette, bâton en théorie plus souple. En 1899, il y aura un cambriolage à main armée sur la rue Saint-Antoine. N'est-ce pas? C'est la rue des banques, le district des banques, les riches, les Anglais. Je suis en train de voler une chronique à Claude Tousignan. Salut Claude. Les bandits tirent à plusieurs reprises contre les policiers. On parle d'une vingtaine de coups de feu. Il n'y a aucun blessé, mais on juge désormais que les policiers doivent être armés. On juge. Qui sont ceux qui vont payer les armes, pour être plus à même de répondre à ces situations où leurs opposants sont armés jusqu'aux dents. Voilà. Le chef de police, George Hugues, va alors convaincre les autorités d'acheter 100 revolvers de la compagnie Ivor Johnson du Massachusetts. Ce type de revolver était bien répandu à l'époque. Aux États-Unis, une arme de ce type est utilisée ensuite pour assassiner le président McKinley en 1901, un des quatre. Je ne sais plus si c'était avant ou après Garfield. Un des quatre, ouais. Les policiers de Montréal utilisent aujourd'hui le Glock 19, un pistolet semi-automatique de 16 balles, mais les enquêteurs portent pour leur part un revolver plus petit, doté d'un canon de quelques centimètres seulement. Au Québec, les policiers pourront éventuellement compter sur des armes de chasse. Jusque dans les années 1970, la Sûreté du Québec aura dans plusieurs de ses autopatrouilles des fusils à pompe de calibre 12, tronçonnés, afin que la gerbe des plombs, n'est-ce pas, qui émerge du canon, soit dispersée le plus rapidement possible. Voilà pour ça. J'ai quand même fait une petite recherche pour aller un petit peu plus loin pour vous montrer des statistiques. Et là, c'est très intéressant. Suivez avec moi. Et ça s'intitule « Mourir sous les balles de la police au Canada, l'état des lieux ». Très intéressant. Eh bien, là, on nous dit en 2000 et 2017. Remarquez que ça fait 17 ans. 17 ans. Plus de 400 Canadiens sont morts des suites des contacts. Donc, il faudrait diviser le 400 par 17 pour avoir un chiffre par année. Voilà ce qui arrive. Voici une statistique. Voilà. Première base de données, Radio-Canada. Voici le nombre de victimes par principale source policière. Vous avez la Gendarmerie royale du Canada. Eh bien, entre 2000 et 2017, ils ont fait entre 100 et 125 morts, à peu près 115, 120. Et donc, on continue. On est rendu au service de police de Toronto. Eh bien, pour les 17 années qu'on voit là, eux autres, ça a été alentour de 50 quelques personnes tuées. Le service de police de Montréal, lui, en a tué 25 à 30 dans ce cas-là. La Sûreté du Québec, pour l'ensemble des 8 millions de Québécois environ, un petit peu plus que 25. Le service de police d'Edmonton, un peu moins que 25. Vous voyez que le service de police de Vancouver, c'est 25 aussi. La police provinciale, c'est un peu moins que 25. Calgary, Winnipeg. N'oubliez pas, par contre, que la ville de Winnipeg, la ville de Calgary, c'est beaucoup moins peuplé que le service de police de Toronto. Donc, ça prendrait des chiffres relatifs, donc des proportions. C'est ce qu'on a ici. Proportion par 1 million d'habitants. Donc, le nombre de contacts mortels, le nombre de fois où la police là, a tué un citoyen pour les 17 dernières années. Et vous avez une proportion qui, en quelque part, en 2015, a dépassé le 1 pour 1 million. Donc, contact mortel, contact que la police a interpellé quelqu'un, tué un citoyen par 1 million d'habitants. Il faut comprendre que s'il y a 30-35 millions d'habitants au Canada, eh bien ça veut dire que ça fait 35, hein, 1 pour 1 million, donc 35 citoyens tués par les forces policières en un an.
On voit aussi la répartition, n'est-ce pas, des victimes par rapport à la composition démographique du pays, le genre de personnes. Il y a environ, les chiffres bleus, ce sont les nombres de personnes vivant dans le Canada qui sont par exemple blancs. Donc la proportion de la population totale, elle est environ de 75 à 78% blanche. Ben, parmi les 78, eh bien, c'est eux qui sont tués un peu plus, oui, plus que les autres évidemment, mais ils sont bien moins nombreux, n'est-ce pas? Quand la police intervient sur un autochtone qui représente environ, ça c'est 20, 40, 60%, environ, je ne sais pas moi, 3-4%, eh bien on se retrouve avec pratiquement 15 à 17% d'Autochtones qui sont tués par la police. Pourtant, ils sont beaucoup moins nombreux, là, de 3 à 17%, c'est 5-6 fois plus. Même chose, surreprésenter les Noirs, qui sont beaucoup moins nombreux au Canada, mais qui vont être tués plus souvent par la police. Hein. Il y a un biais, c'est différent. Les Asiatiques, c'est l'inverse. Ils sont plus nombreux, mais moins victimes de brutalité policière, de force mortelle. Les Sud-Asiatiques, je ne sais pas exactement la différence, mixte ou autre, Arabes, Latinos, il y a peu de différence. Voilà pour ça. Maintenant, quand la police intervient et qu'il y a des cas mortels, là, on l'a avec les différentes provinces. Donc, l'Ontario, contact mortel avec la police, pendant les 17 années de 2000 à 2017, il y en a eu plus de 150. En Colombie-Britannique, il y en a un peu moins de 100. Au Québec, entre 75-80 dans ce coin-là. L'Alberta, 60-70 dans ce coin-là. Et le Manitoba, qui est beaucoup moins peuplé que le Québec, la Colombie-Britannique, l'Ontario, eh bien, on en a quoi, 25, 20 dans ce coin-là. Saskatchewan, territoire du Nord-Ouest, c'est quoi, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, Labrador, Nouvelle-Écosse, le Yukon, territoire du Nord-Ouest. NT, pourquoi je ne trouve pas? Voilà. Et on nous dit que l'île du Prince-Édouard, il n'y a pas eu d'intervention policière qui ont causé la mort d'un citoyen. Et lorsque la police intervient, eh bien, dans 71,4% des cas, la personne qui va mourir, ça sera par blessure, par arme à feu, par balle. Dans 15,6% en deuxième position, ça sera la contrainte physique, là, parce qu'on a fait une prise ou quelque chose là, physiquement. En détention peut-être. Autre, on ne sait pas trop, c'est mystérieux. Force physique, là, donner un coup, j'imagine, 1,3%. Et pour terminer, une arme intermédiaire, un bâton, un taser, 1,1%. Voilà, vous l'avez dans l'ensemble. C'est tout bon. Et donc, la question que je vais vous poser, et comme d'habitude, ça va être mis dans la description de la vidéo. Vous aurez ça à la fin. Ben, vous allez voir ça ici. Par exemple, si je prends une de mes vidéos sur mon YouTube, vous allez, je vais revenir en arrière. Si vous cliquez sur une vidéo, vous cliquez ici en bas sur plus et dedans, je mets toutes les consignes. Si jamais vous êtes directement sur YouTube, vous les avez ici. Tout est là, travail, faites ceci, ABC. Mettez ça, s'il vous plaît, sur mon Google Classroom qui est récemment créé. Voilà pour ça. Toutes les... Ah oui, je voulais montrer aussi. Toutes les références sont dans la description. Vous les avez, donc les liens. Si vous cliquez, cherchez quelque chose, ils sont là directement sur YouTube. Donc vous cherchez, j'ai parlé de ça, vous cliquez là-dessus. Ça vous emmène à la bonne place sur la vidéo. Voilà pour ça. Maintenant, consigne. Consigne à l'élève. Bon ben, suite à avoir pris bien connaissance des deux textes, là, le premier du devoir, est-ce qu'on doit désarmer les policiers, et le deuxième de Radio-Canada, mourir sous les balles de la police au Canada, l'état des lieux, eh bien, vous pouvez observer les différents corps policiers du Canada et du reste du monde. On remarque que les méthodes d'intervention et le fait qu'ils soient armés ou pas, ça va varier beaucoup. Et certains services de police font usage de la force armée et d'autres pas. Quels sont les effets des différences, hein? Et la question à laquelle je vous demande de répondre, devrions-nous désarmer les policiers, là, enlever les armes à feu aux policiers du Québec, là, de la ville de Montréal ou de la ville de Laval? Dans un texte suivi, donc, prenez position. Donnez-moi au moins 3 bons arguments. Dites-moi si vous êtes pour ou si vous êtes contre. Donnez-moi au moins 3 bons arguments. Et imaginez qu'est-ce que quelqu'un qui serait contre vous aurait comme argument pour vous contredire. Hein? Qu'est-ce que vos adversaires pourraient soulever comme argument pour vous contredire. Et finalement, envoyez-moi ce beau travail sur Google Classroom.
Et essayez donc de faire le débat avec votre famille ou vos amis. Vous allez voir, c'est très explosif. Il y en a qui sont extrêmement pour. Il faut que les policiers soient armés. Il y a des méchants armés, c'est super dangereux. Bref, vous allez voir. Et il y a des gens qui sont peace and love. Non, brutalité policière, c'est trop. Arrêtons la violence. Moins il y en a, plus mieux c'est. C'est très complexe. On vit au Canada. On est à côté des États-Unis. Bref, j'espère que vous avez aimé. Sur ce, je termine avec une petite question spéciale sur la Coupe Stanley. On a inscrit le nom de tous les joueurs depuis, je crois, des années 20-30. Quel est le nom de la personne, c'est un homme, qui est écrit le plus souvent sur cette coupe? Alors, c'est des gens qui, évidemment, ont gagné la coupe plusieurs fois. Quel est le nom qui revient le plus souvent gravé sur le Saint Graal de la Coupe Stanley? Voilà, mesdames, messieurs. La question est lancée. L'indice, le chiffre est sur moi. Bonne semaine, c'est ça l'affaire. J'espère que vous allez prendre soin de vous et soin de votre famille. Je vous remercie. Portez-vous bien. Bye. Big love.